Je suis entrepreneur et on m'a mis en garde pour mon mariage, c'était séparation de biens ou rien. Et donc j'ai suivi les conseils et après 30 ans de mariage, je commence à envisager la suite. Je me demande ce qui restera à mon époux le jour de mon décès. Et ça tombe bien, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Family Office et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Hassina Rakoton-Draïbé. Elle est notaire, spécialisée en droit de la famille. Elle va nous éclairer justement sur la protection du conjoint de l'entrepreneur. Hassina Rakoton-Draïbé, bonjour. Bonjour Lucien. Avant de penser à protéger le conjoint, il me semble opportun de faire un état des lieux. Je suis en séparation de biens, je n'ai rien préparé, donc j'ai à peine signé le contrat chez le notaire, mais évidemment je me souviens plus du tout de ce que j'ai signé. Que se passe-t-il à mon décès pour mon conjoint si je suis dans cette situation ? Alors déjà le contrat de mariage ne va rien changer puisqu'en fait vous êtes en séparation de biens, donc vous restez maître de vos biens, il n'y a pas de biens commun ou de biens personnels, tous vos biens vous appartiennent et vous êtes totalement indépendant dans la gestion de ces biens. En revanche, s'il vous arrivait quelque chose et que vous n'avez rien prévu, il y a des droits qui sont prévus au profit de vos héritiers, enfin qui sont du coup définis par la loi et pas par vous. Et là, c'est en fonction de qui vous laissez comme héritier selon votre situation familiale. Donc vous êtes juste marié, vous n'avez pas d'enfants, vos héritiers sont votre conjoint et vos parents. Donc là, vous êtes en indivision avec vos parents, ça peut être souhaitable ou pas. Si en revanche vous avez des enfants, et ben là les héritiers prévus par la loi sont votre conjoint et vos enfants. Donc votre conjoint peut avoir un quart de votre succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Et si jamais vous aviez des enfants d'un autre lit, vous auriez pas de choix. Là, vous auriez, votre conjoint aurait un quart de la succession en pleine propriété. Donc ça, c'est ce qui se passe si vous n'avez rien prévu. Évidemment, heureusement, dans toutes ces situations, on peut corriger cette dévolution légale. Donc en l'absence d'enfant, votre conjoint est un héritier protégé par la loi. Donc il y a un quart de la succession qui lui revient nécessairement. Vous pouvez totalement déshériter vos parents, comme leur laisser quelque chose, ou tout transmettre à votre conjoint. Mais si vous souhaitez pas que votre conjoint ait tout, il y a ce quart qui est un minimum qui lui revient. En présence d'enfants, c'est l'inverse. Là, le conjoint n'est plus l'héritier protégé. Ce sont vos enfants qui sont les héritiers dits réservataires, puisqu'ils ont une quote-part de la succession qui leur est réservée. Vous avez un enfant, cet enfant doit recevoir au minimum la moitié de votre succession. 2 enfants, il y a 2 tiers qui leur reviennent. Ça veut dire qu'il y a un tiers qui est disponible pour n'importe qui. Et en présence de 3 enfants, il y a les 3 quarts qui leur reviennent. 3 enfants et plus, il y a 3 quarts qui leur est dévolu et un quart qui peut être légué, transmis au profit d'un tiers. Si le bénéficiaire de cette transmission, c'est le conjoint, lui, il a des droits potentiellement plus importants, c'est un gratifié privilégié, puisque au-delà des quotités que j'ai indiquées, qui sont fonction du nombre d'enfants que vous avez, il peut avoir aussi toute la succession en usufruit, donc c'est l'option qui lui permet de conserver son train de vie. L'usufruit, c'est la possibilité de continuer à jouir de l'ensemble des biens. Pour les biens qui sont... c'est la possibilité aussi de jouir des biens. Pour des biens immobiliers ou pour des biens frugifères, la possibilité d'avoir les loyers. Les enfants, eux, ont un droit de propriété à terme, donc qui s'ouvrira au décès de l'usufruitier. Ou un mixte des 2 quotités, donc un quart de la succession en pleine propriété et le reste en usufruit. Et donc là, ce que je comprends, c'est que finalement le conjoint est souvent restreint dans ses mouvements, puisque il a soit 2 choix, soit pas le choix du tout, si jamais on a des enfants qui ne sont pas communs.
Du coup, on pourrait instinctivement se dire, il faut que je protège mon conjoint, que je lui offre peut-être plus de possibilités, même si l'usufruit déjà est assez protecteur. Est-ce que je peux lui donner de mon vivant pour justement essayer de l'avantager et qu'au moment de ma succession, finalement, tout soit déjà réglé et puis qu'il ait ce que je souhaitais en tout cas lui laisser. Alors tout à fait, vous pouvez lui donner de votre vivant, dans les mêmes limites que celles que j'ai indiquées. La quotité disponible, c'est alors en faveur d'un conjoint, ça s'appelle la quotité disponible spéciale. Cette quotité plus importante, c'est la même que ce soit du vivant de la personne ou à son décès, puisque c'est une même masse en fait. Au moment du décès, pour vérifier que les héritiers réservataires ont bien leurs droits, on fait une masse des biens qui restent au moment du décès, mais aussi de tout ce qui a été donné du vivant de la personne, et quel que soit le gratifié, le conjoint ou même d'autres enfants. Et c'est là qu'on vérifie en fait la quote-part minimum qui doit revenir aux enfants. Mais ça peut être une bonne idée de gratifier le conjoint de son vivant. Alors sachant que jusqu'en 2005, les donations qui étaient faites entre époux entre vifs pouvait être révoquée à tout moment. C'est plus le cas. Aujourd'hui, une donation qu'on fait à son conjoint, elle est définitive, elle est irrévocable. La ça veut seule dire limite, que même en cas de divorce, là par exemple, ce n'est pas possible. Enfin, une fois que j'ai donné c'est donné, quoi. alors donner, c'est donner, et c'est absolument vrai pour les donations. On a vu que en revanche, ce qui est prévu dans un contrat de mariage, il y a des correctifs, on y verra. Le divorce a un impact, mais pour ce qui est une donation, le divorce n'a aucun impact. La seule limite, c'est les donations qui n'ont pas pris effet immédiatement, et c'est par exemple les clauses de réversion d'usufruit qu'on prévoit dans les donations quand on donne la nue propriété, par exemple à ses enfants, qu'on se réserve un usufruit, qu'on dit à son décès cet usufruit qu'on se constitue sera transmis au conjoint. Donc ça, c'est une donation parce qu'elle est consentie du vivant du donateur, mais elle ne prendra effet qu'au décès du donateur. Donc c'est une espèce enfin c'est hybride entre le moment où c'est consenti du vivant du donateur et la prise d'effet. Et ça, comme ça prend effet qu'au moment du décès, ça peut être révoqué au moment du divorce. Et ça peut aussi être maintenu volontairement. L'époux peut indiquer à l'occasion du divorce qu'il le maintient. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Mais c'est le seul impact du divorce par rapport à une donation consentie du vivant d'une personne. D'accord. Et je sais que donc c'est de notoriété publique parce que c'est un des avantages principaux dont dispose le conjoint sur le plan fiscal, c'est qu'il est complètement exonéré lors de la succession. Et est-ce qu'on peut en dire autant lors d'une donation du vivant ? Alors non, il est exonéré depuis 2007 dans les successions, mais il reste taxé, alors avec une fiscalité privilégiée quand même. Il y a un abattement qui est d'environ 80 000 euros, et après il est taxé à un barème progressif qui va de 5 à 45%. C'est pas exactement les mêmes tranches que les enfants, mais il est soumis à fiscalité quand la transmission a lieu entre vifs. D'accord, donc ça peut être un petit peu décourageant et par rapport à justement cet avantage immense d'être complètement exonéré quand on est au décès. C'est vrai que et puis en plus le fait que ce soit pas révocable, ça peut sembler un petit peu. Oui, il y a un caractère un peu définitif et coûteux, mais ça peut répondre à des besoins bien spécifiques, donc ça se regarde. En allant à la banque ou chez un notaire, lors souvent d'une acquisition immobilière, nos auditeurs ont certainement déjà entendu parler de testament, de donation entre époux, d'avantages matrimoniaux même, et tout ça semble assez complexe. On a compris qu'en séparation de biens, il y en avait qu'on pouvait pas faire et d'autres qu'on pouvait. Enfin, tout ça est vraiment très flou. Quel est l'intérêt pratique de ces mécanismes ? Et puis après, peut-être qu'on pourra rentrer dans un peu plus comprendre en fait ce que ça veut dire. Alors, un avantage matrimonial, en fait, c'est une clause du contrat de mariage qui a pour effet d'augmenter les droits
de l'époux par rapport à l'application du régime de base. Donc par exemple, dans un régime de communauté, l'avantage matrimonial, ce serait par exemple de mettre des biens qui normalement seraient exclus de la communauté, de les faire entrer en communauté. Ça, c'est un premier type d'avantage matrimonial, sachant qu'on peut prévoir, dans la perspective d'un divorce, de stipuler une clause qui protège l'époux qui a mis le bien en commun, de prévoir une clause de reprise des apports en cas de divorce. Donc là encore, on est dans quelque chose de réversible. Exactement. Totalement jusqu'au divorce. Jusqu'au divorce. Donc mise en commun avec possibilité de reprendre en cas de divorce. Autre type d'avantage matrimonial, dans une communauté, en principe, la communauté, si on ne stipule rien, elle est partagée moitié-moitié pour chaque époux. Et il y a tout un tas de clauses qui permettent d'augmenter les droits du conjoint survivant. Alors c'est le conjoint survivant parce que c'est des avantages matrimoniaux uniquement en cas de décès. Donc en cas de divorce, là aussi, le législateur a prévu que ces avantages, comme ils prennent effet au moment de la dissolution du régime matrimonial, ils sont automatiquement révoqués en cas de divorce. Donc ces avantages matrimoniaux de clauses d'amélioration, ce sont d'augmenter la quotité de moitié, soit de la pleine propriété, de l'usufruit, soit des quotités plus importantes, par exemple les 2/3 de la communauté ou 1/3 au profit des héritiers du défunt, soit d'aller jusqu'à la clause d'attribution intégrale. Soit entre les deux, de prévoir une clause qui permet au conjoint de prélever parmi une liste de biens déterminés les biens qu'il souhaite prélever. C'est la clause de préciput qui permet une grande souplesse parce que elle va s'adapter aux besoins du conjoint le moment venu. Il peut avoir besoin, que de liquidité et d'une voiture et d'un toit. Il peut aussi avoir besoin de toutes les voitures et de tous les biens. C'est lui qui fixera le curseur selon ses besoins le moment venu, qui par définition seront pas les mêmes que le décès arrive au début du mariage ou 30 ans après. Donc c'est à la main du conjoint, et notamment ça confère une plus grande souplesse que la clause d'attribution intégrale qui elle est automatique et qui est totale. D'accord. Et donc ces avantages matrimoniaux sont réservés à tous ceux qui ont de la communauté, au moins un petit peu de communauté. Alors, un peu de communauté, c'est-à-dire que dans une séparation de biens, on peut les prévoir aussi. C'est-à-dire que dans la séparation de biens, comme j'indiquais, on n'a que des biens personnels, mais on peut trouver justement que c'est un peu que l'application du régime strict est un peu rude pour l'autre conjoint, et notamment qui a moins de moyens. Et donc, on peut décider de mettre certains biens en commun par la création d'une société d'acquêt sur des biens déterminés qu'on apporte. Et là, pareil, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le même mécanisme, c'est une mini-communauté. Donc, celui qui apporte peut décider de reprendre en cas de divorce. Et pareil, on peut prévoir les mêmes avantages matrimoniaux à la sortie pour augmenter les droits du conjoint. Et je dis toujours que facialement, c'est toujours mieux de mettre dans une société d'acquêt par exemple la résidence principale, qui pourrait être détenue moitié-moitié par chaque époux. Donc en fait, on pourrait se demander quel est l'intérêt de détenir un bien moitié-moitié dans une séparation de biens normale ou dans une société d'acquêt. C'est justement déjà de pouvoir gérer le remploi de cette somme s'il y a un réinvestissement, si la résidence principale est plus adaptée, mais on achète un nouveau bien, le produit de la vente tombe en communauté, reste dans la société d'acquêt. Il y a un remploi qui est fait, qui reste dans la société d'acquêt, et on peut prévoir ces mêmes avantages matrimoniaux qu'on ne peut pas prévoir sur les biens qui sont juste indivis dans la séparation de biens pure et simple. Et donc, si on veut protéger son conjoint, même si on détient des biens moitié-moitié, on peut augmenter les droits du conjoint par cette société d'acquêt. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter.
Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email. Dans d'autres épisodes, on a déjà eu l'occasion de parler un petit peu de fiscalité successorale et donc je pense que nos auditeurs sont au courant que que le barème est progressif, que par conséquent on essaye le plus possible d'avoir une première succession qui représente à peu près la moitié des biens du couple et puis une deuxième également parce que du coup fiscalement on va moins monter dans les tranches du barème. Et donc à ce titre, on pourrait se poser deux questions. La première, c'est si on a une inégalité de richesse entre les deux époux, est-ce que on pourrait stipuler un avantage matrimonial au profit seulement de un des époux, le moins riche, pour pouvoir justement réaliser cet équilibre, et puis aussi le protéger puisque fatalement il aura besoin de plus de protection. Et puis est-ce que si j'en ai pas besoin au jour du décès, je peux simplement renoncer à tout ça? Alors en fait, justement, c'est là où c'est important de choisir la clause, l'avantage matrimonial. Comme j'indiquais tout à l'heure, par exemple, la clause d'attribution intégrale, elle est automatique. Ça veut dire que lors d'un décès, vous bénéficiez de toute la communauté et ça vous est transmis automatiquement. Vous pouvez arriver au même résultat par la clause de préciput ou si la liste des biens qui peuvent faire l'objet du préciput si cette liste équivaut en fait à la totalité du patrimoine du couple, on arrivera au même résultat si c'est le besoin, si c'est le choix du conjoint. Mais on peut aussi le conjoint peut décider qu'il n'a pas besoin du tout des biens, mais auquel cas il a quand même le minimum de la communauté, c'est-à-dire la moitié. Puisque ça, c'est l'application. Du coup, il renonce, il n'applique pas, il fait pas usage de la clause de préciput, mais le minimum, c'est quand même d'avoir sa moitié de communauté. Donc on a déjà fait un petit tour des avantages matrimoniaux et d'autres termes ont pu s'amener à nos oreilles en allant dans un rendez-vous chez le notaire ou à la banque. Et souvent, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas tout à fait la différence entre cet avantage matrimonial qui maintenant est clair et la donation entre époux. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qu'est justement une donation entre époux et en quoi c'est différent d'un avantage matrimonial? Alors en fait, dans le résultat, ça peut être la même chose, gratifier, augmenter les droits du conjoint, mais c'est juste que ça s'applique pas ça ne s'applique pas au même moment. En fait, comme on a vu, l'avantage matrimonial, ça s'applique sur les biens du couple, c'est l'application du régime matrimonial. Et donc sur des biens communs en plus. Sur des biens communs, absolument. Sur des biens communs ou sur les biens qui auraient été mis en commun dans la séparation de biens. La donation entre époux, le testament en faveur du conjoint, par définition, ça transmet ce qui dépend de la succession. Sachant que ce qui dépend de la succession, évidemment, est immédiatement dépendant du régime matrimonial, puisque je détiens, mon patrimoine dépend de mon régime matrimonial. Donc en communauté, c'est ma part de communauté et mes biens personnels. Donc soit là pour le coup ma moitié ou ma moitié un petit peu amputée de ce que le conjoint aura reçu et mes biens propres si j'ai pas tout apporté en communauté. Et dans une séparation de biens, c'est mes biens personnels ou le reliquat de ce qui n'aura pas été pris dans une société d'acquêt. Mais en fait, le régime matrimonial détermine ce qui dépend dans un second temps de la succession. Et c'est sur cette masse-là que va s'exercer toutes les dispositions testamentaires, qu'elles soient en faveur du conjoint ou des enfants. Mais donc c'est sur les biens qui dépendent de la succession que la donation entre époux va s'exercer. Mmh. Et donc là, la donation entre époux ou le testament, comme il n'est plus question de communauté puisqu'on a réglé la question juste avant, on peut les faire qu'on soit en séparation de biens, pur et simple, sans aucun bien commun, ou alors même en communauté, on peut combiner ces mécanismes. Tout à fait. Et donc c'est, en fait, vous définirez dans la disposition testamentaire ce que vous souhaitez transmettre au conjoint. Donc ça peut être un bien déterminé, donc des legs particuliers, mais ça peut aller jusqu'à une donation universelle. Avec les limites que j'indiquais de la réserve lorsqu'il y a des enfants. Donc la donation entre époux
dans une rédaction un peu optimisée, consisterait à dire, dans la version maximale, ce serait de transmettre tout le patrimoine au conjoint pour lui permettre d'exercer ce qu'on appelle la faculté de cantonnement, qu'il faut pour pouvoir cantonner, avoir une vocation à la totalité de la succession, et réduire ses droits, décider de dire que en fait on n'a pas besoin de tout, et qu'on décide de limiter ses droits à des biens déterminés, biens qui sont choisis uniquement, c'est à la main du conjoint, c'est lui qui décide quel bien il souhaite prélever. Et là, on n'est pas non plus dans le cadre d'un partage. L'exercice du cantonnement, elle s'exerce par une décision du conjoint, et ce qui est pris par le conjoint va déterminer ce qu'on laisse passer aux enfants, et cette faculté de cantonnement, enfin l'exercice du cantonnement ne constitue pas une libéralité qui est consentie aux autres héritiers. D'accord, et donc là on comprend que on a dit finalement dans notre testament qu'on léguait tout à notre conjoint. Lui décide de cantonner, donc de dire j'en prends un petit peu moins, en sachant quand même que si il est trop gourmand entre guillemets, il se heurtera à la réserve des héritiers dont on a parlé au début, si les héritiers décident toutefois de s'en prévaloir. Alors voilà, première chose, la réserve, elle dépend il faut que les enfants décident de la demander. Premièrement. Et deuxièmement, si les enfants décident de la demander, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réserve, elle est en valeur, en fait. Donc, en fait, elle consiste à indemniser les enfants du montant de la part qu'ils auraient dû avoir, mais en valeur. Ça n'est pas, une quotité, en fait, des biens qu'ils doivent recueillir en nature. Mais c'est une indemnisation que le conjoint, donc il peut avoir tout le patrimoine, à charge pour lui d'indemniser les enfants qui demandent leur part de réserve. Et très concrètement, ça veut dire qu'en tant que conjoint, si par exemple le patrimoine c'est la résidence principale, la résidence secondaire, rien de plus parce que tout le reste est en assurance vie, je prends tout parce que en fait moi j'ai envie de continuer à aller dans ma résidence secondaire et puis de profiter de ma vie chez moi. Je dois donner de l'argent à mes enfants, une somme d'argent immédiatement, ou est-ce que je peux avoir des facilités de paiement avec eux? Comment s'organise tout cela? Vous devez donner de l'argent à vos enfants, oui, mais sachant que en fait les enfants peuvent si en fait, alors ça dépend des droits que vous souhaitez prendre. Si vous prenez que de l'usufruit, en fait, les enfants doivent supporter. Ils ne peuvent n'avoir leur réserve qu'en nue propriété. D'accord, donc on n'aurait pas besoin de leur redonner une somme d'argent, par exemple, comme vous le disiez. Voilà. Donc c'est fonction des droits que vous prenez, et s'il y a une indemnité qui leur est due, on peut aménager dans la donation entre époux de prévoir des délais de paiement, le temps notamment de pouvoir réaliser des biens ou trouver des liquidités. D'accord. Et là encore, je veux appuyer sur ce point. Les donations entre époux, en cas de divorce, il y a pas de problème, elles sont révoquées automatiquement. Elles sont automatiquement révoquées, comme tous les avantages tout ce qui a pour effet d'augmenter les droits du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial, tout ça est révoqué automatiquement lors d'un divorce. D'accord. Est-ce que il y a des points d'attention particuliers? On évoquait tout à l'heure la fiscalité qui peut être un petit peu dissuasive sur les attributions intégrales, mais peut-être qu'également sur le plan civil, il y a des points d'attention dans la réalisation de ces donations au dernier vivant, de ces avantages matrimoniaux, et qu'il faut avoir à l'esprit en fait avant de rédiger et même dans sa réflexion. Alors, je disais tout à l'heure que comme on ne sait pas quel instrument on va utiliser, avantage matrimonial ou donation entre époux le moment venu, on double toujours, donc on prévoit dans le changement de régime matrimonial les avantages matrimoniaux et on double avec une donation entre époux. Donc en fait, on fait ceinture et bretelles, on fait vraiment les deux. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir avoir une protection sur mesure.
et d'actionner l'un ou l'autre indifféremment selon vos problématiques du moment, en fait. Tous les avantages matrimoniaux, comme ils résultent du contrat de mariage, ils ne sont pas taxés. Alors aujourd'hui, c'est pas très parlant parce que le conjoint, il est exonéré de droits de succession, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme je le disais. C'est depuis 2007. Avant 2007, le conjoint survivant, il payait des droits. Donc avant 2007, on voyait bien l'intérêt déjà fiscal d'avoir des avantages en vertu du contrat de mariage et pas le même résultat par un testament. Donc premièrement, l'exonération du conjoint survivant. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet immédiat de taxer le conjoint, mais on ne sait jamais. Enfin, ça a pas toujours été le cas. Mais donc si ça pouvait changer, parce que là je sens que des auditeurs sont en train de se crisper sur leur siège, si ça pouvait changer, même des mariages qui ont été célébrés avant, des contrats qui ont été signés avant, on pourrait quand même se retrouver taxé, par exemple, sur les biens qui rentreraient en succession. Non, parce qu'en fait, la fiscalité est déterminée au moment du décès. En fait, c'est la fiscalité applicable au moment d'un décès. Ah oui, donc mais ça veut dire que si la fiscalité changeait et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que mon conjoint il est exonéré dans tous les sens, mais que ça revenait comme avant et qu'il était taxé en succession. J'utiliserais plutôt les clauses de mon contrat de mariage qui me permettent de tout avoir, donc attribution intégrale ou préciput très large, plutôt que de prendre dans la succession. Alors après, ça c'est le fiscal. Ça, c'est le fiscal au moment du décès. Il y a aussi d'autres aspects fiscaux, si on reste sur le fiscal. Le traitement en cas de revente. On traite pas de la même façon un bien qu'on a reçu dans la succession que par avantage matrimonial. Quand on revend un bien qu'on a recueilli dans une succession, en fait, l'entrée du bien dans votre patrimoine, c'est la succession. Donc, vous prenez un nouveau délai de détention, mais aussi, vous avez revalorisé le bien. Donc, vous avez une revalorisation de votre prix de revient. Donc, peut-être que si vous avez un bien en très forte plus-value, vous avez plutôt intérêt et que vous avez envie de revendre à court terme, peut-être que le calcul, c'est de plutôt prendre le bien dans la succession que dans le contrat de mariage. En revanche, mais même dans une perspective de vente, si vous avez bien avec une forte plus-value, mais que vous détenez depuis très longtemps, en fait, quand vous prélevez en vertu du contrat de mariage, la durée de détention, elle est réputée débuter au moment de l'acquisition par le couple. Donc, vous avez pas de revalorisation de votre prix de revient puisque c'est la valeur au moment de l'acquisition, mais peut-être que vous détenez depuis plus de 22 ans ou 30 ans et que vous allez être exonéré parce que vous détenez depuis longtemps. Donc, il y a cet aspect fiscal du décès et de la revente avec des traitements différenciés, mais il y a aussi en présence d'enfants communs, tout ce que vous prenez dans le contrat de mariage n'a aucune limite parce qu'en fait, comme ce sont des enfants communs, on part du principe qu'ils vont hériter du conjoint survivant, au deuxième décès. Ce sont les mêmes et c'est les mêmes auteurs. En revanche, on a vu tout à l'heure, potentiellement, ce qui est pris dans la succession est limité par la réserve. Donc, le conjoint pourrait tout avoir, mais si les enfants demandent leur réserve, le conjoint devrait les indemniser. Donc, c'est pas le même traitement successoral. Et en présence d'enfants non communs, ce qui est pris, donc il y a la même évidemment limite de la réserve dans la succession, mais pour les avantages matrimoniaux, donc ce qui est prévu dans le contrat de mariage, comme les enfants non communs ne vont pas hériter du conjoint dont ils ne sont pas issus, pour eux, l'avantage matrimonial est traité comme si c'était une donation, comme si c'était une libéralité. Et donc pour eux, cet avantage matrimonial peut être contesté et parce que sera assimilé pour eux à une libéralité. Donc ce qui est prévu dans le contrat de mariage ne pourra pas pleinement s'exécuter. Tout à l'heure, je disais que c'était au stade de la succession pour les enfants communs. Quand c'est des enfants non communs, la limite, elle est même au niveau de la stipulation de l'avantage matrimonial parce que ça les prive d'un patrimoine parce qu'ils ne vont pas hériter du conjoint. D'accord, c'est effectivement très intéressant et ça montre la nécessité d'aller prendre conseil auprès de son notaire parce que tout cela
est quand même relativement compliqué quand on n'est pas les mains dedans toute la journée. On l'a déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'il y a des personnes spécifiques de qui il faut absolument s'entourer au moment de ces réflexions préalables et peut-être également au moment de la succession, parce qu'on l'a compris, si on souhaite donner des outils très flexibles au conjoint au moment de la succession, ça veut dire que à ce moment-là, il sera endeuillé et en plus, il devra prendre plein de décisions qui ont de l'impact, hein, comme vous le disiez. Donc qui pour nous aider à la fois à ce stade initial et puis également dans la suite des choses. Alors au stade initial, comme je vous le disais, la détermination du régime matrimonial, c'est le notaire parce que c'est le passage obligé, parce qu'il faut faire un contrat, ou si on n'en a pas fait, le changement de régime matrimonial, c'est un notaire. Mmh. C'est toujours un acte notarié. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui est important, c'est que ce soit le chef d'entreprise ou n'importe qui d'ailleurs, il faut se poser la question des lois qui pourraient avoir vocation à s'appliquer, notamment donc par rapport à sa nationalité, par rapport à où on envisage de vivre au cours des prochaines années, ou les pays dans lesquels on détient des biens, et se poser la question parce qu'il y a une plus très grande mobilité géographique des familles, des personnes, se poser la question de la circulation de son contrat de mariage, de l'efficacité de ce qu'on prévoit dans son contrat de mariage, parce que il y a plusieurs époux, notamment plusieurs pays, notamment les pays de common law, qui connaissent pas la notion de régime matrimonial. Donc tout ce qu'on prévoit dans le contrat de mariage ou tout ce qui s'applique en cas de décès par les avantages matrimoniaux sera pas nécessairement reconnu si la succession s'ouvre dans un pays de common law. Et tout ce qu'on a indiqué de la combinaison du contrat de mariage et du testament, en fait, ça implique d'avoir des conseils spécialisés dans les différentes lois potentiellement applicables des différents pays. Et ça, le notaire le fait, mais il y a aussi des conseils spécialisés dans ces différents... en fait, il faut aller connaître les lois des différents pays pour assurer l'efficacité de ce qu'on prévoit dans un contexte, et ne pas raisonner que dans un contexte franco-français. Donc si on déménage, très concrètement, si on déménage ou qu'on a des biens à l'étranger, c'est là qu'il faut se poser les questions que vous évoquez. Si on déménage ou si on pense qu'on pourrait dans les prochaines années déménager, ou si vous habitez en France mais que vous détenez des biens en Belgique, aux États-Unis, vous montez une succursale à Londres, il faut se poser la question de comment ce que vous avez prévu dans le contrat de mariage ou dans un testament va fonctionner dans ces pays-là. Et déjà la première piste, c'est, on le fait beaucoup dans nos contrats de mariage, c'est déjà de choisir les lois applicables, à la fois au régime matrimonial, mais en fait le régime matrimonial c'est un aspect, mais on a plus de chances que ce qu'on a prévu soit appliqué si aussi je désigne la loi qui serait applicable au divorce, mais à la loi qui serait applicable aux obligations alimentaires, donc ce que je pourrais devoir à un conjoint, par exemple la prestation compensatoire, et puis aussi, quand c'est possible, de désigner la loi successorale. Comme ça, on assure une meilleure coordination de tous ces instruments en figeant les lois applicables, parce que ça conforte la planification. Oui, parce que sinon on pourrait imaginer que notre contrat est français, puis en fait on applique aussi un petit peu de droit du Royaume-Uni parce que on n'avait pas prévu que la pension alimentaire, il fallait aussi la mettre dans le contrat, et donc on se retrouve avec un patchwork juridique qui est là pour le coup totalement verglacé, j'ai envie de dire, et imprévisible. Soit un patchwork, ou soit que votre contrat de mariage soit pas du tout reconnu parce qu'il n'a pas été fait dans les formes prescrites là-bas, une obligation d'avoir des conseils indépendants, de révéler son patrimoine dans le moindre détail, etc. Donc, dans le pire des cas, ce que vous avez mis en place pourrait ne pas du tout être appliqué. Donc, ce serait terrible. Eh bien, merci pour ces précieuses recommandations de fin, mais également pour toutes les subtilités qu'on a vues ensemble, et je pense expliquer didactiquement pour que tout le monde puisse enfin comprendre la différence entre les donations et puis les avantages matrimoniaux. Merci beaucoup. Merci Lucien.
Ah, et avant de terminer, 3 actions pour nous aider à booster le podcast. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode ? Un ami, un collègue, un ancien camarade de promo ? Faites-lui le cadeau de lui partager cet épisode. Pour ne pas louper les prochains et être à la pointe de la gestion de fortune des dirigeants, rendez-vous sur le-family-office.fr et renseignez votre email. Enfin, mettez une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.